Dans cette vidéo, nous allons parler de Stellantis et notamment de la plateforme qui devait être dédiée pour les châssis électriques. On va développer là-dessus pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes pour que tu te calmes tout de suite. Tu vois, je vais te donner les infos. Et puis c'est important de prendre son temps sur cette réflexion parce que de se dire en fait on a une sorte de rétropédalage. Qu'est-ce qui se passe chez Stellantis? On a à la base Peugeot, PSA, FCA, donc en fait, si on peut dire les Américains, Chrysler, Fiat, ils ont décidé de faire tout un melting pot. Pour le moment, on a encore des châssis, si on peut dire Fiat. Ils ont des usines un petit peu partout, en Turquie, en Espagne, en Pologne, etc., etc. Et là, on voit bien que le cost killer qui était Carlos Tavares, eh bien, il y a besoin d'une grosse réorganisation. Au-delà de ça, ce n'est pas que la France, l'Allemagne, mais il faut le dire, le véhicule électrique ne prend a priori pas l'essor qui était prévu ou qui était destiné. Donc cette plateforme, c'est un truc de dingue, va être finalement utilisée pour les véhicules à terme, donc hybrides, thermiques et hybrides rechargeables. Donc je m'explique. Aujourd'hui, ils ont une plateforme qui à chaque fois, donc ça sert à rien d'expliquer les noms. Ce qui est en soi important, c'est de comprendre qu'il y avait une plateforme, des plateformes historiques où le véhicule faisait que du thermique, pour l'essentiel, de l'essence et du diesel. Ils l'ont adapté à l'hybride, au micro-hybride, les stop and start, du 12 volts, micro hybridé, de l'hybride rechargeable, des véhicules de plus en plus lourds, avec le dernier notamment, deuxième génération 3008, et là, le nouveau 3008 qui utilise la plateforme STLA, entre guillemets large. Donc en fait, c'est une seule plateforme. Il y a à la base même deux plateformes, donc il y aura une plateforme, on va dire, classique qui va, si on parle de Peugeot, pour que ça soit simple, de la 208 jusqu'au 5008, pareil chez Jeep, pareil chez Opel, etc., etc. Et vraiment, ils ont créé une plateforme dédiée sur les gros 4x4, pour les gros 4x4, ça va de Jeep en l'occurrence, donc les beaucoup plus gros, et pick-up, etc., comme Grand Cherokee ou Ram, tu vois, les plus gros pick-up, etc., etc. Donc, plutôt, on va dire, américain, mais il y en aura aussi, bien sûr, en Europe. Donc, cela étant dit, Peugeot, en tout cas Stellantis, a décidé d'utiliser pour la première fois, donc il parle de, je te mettrai les informations ici, de la STLA, small, donc petite, moyenne, grande. C'est le même châssis, c'est la même plateforme, on va dire modulaire. Ce qui va, si on peut dire, changer, c'est la taille de l'essieu et la taille de la batterie. Ce qui permettra très certainement d'avoir une puissance un petit peu plus importante, puisque plus grosse, pas forcément densité au kilowattheure, mais une puissance, en tout cas, de batterie plus importante. Donc, allant de environ 50 kWh, je ne sais pas, on n'a pas encore les informations des petites batteries. En fait, aujourd'hui, ils parlent en kilomètres, de 500 jusqu'à environ 700 km, 800, etc. Donc, on le voit bien, les plus grosses batteries aujourd'hui étant ACC, mais ils sont complètement en restructuration. C'est pas n'importe quoi, mais là, c'était pas prévu. Je sais pas si tu te rends compte, ça embraye. Je tiens à rappeler que là, au final, Stellantis a signé un accord avec CATL pour des batteries dans un premier temps LFP, et c'est normalement ACC qui devait prendre le relais, tout ce qui va être DS numéro 8, le 3008, des grosses batteries de 98 kWh, et puis tout ce qui est par exemple 408 en électrique, c'est 86 kWh, donc toujours sur l'ancienne plateforme. D'ailleurs, ça c'est la seule chose où je n'ai pas la réponse, comme Renault, par exemple, tout ce qui est châssis électrique, à la base, ce sont des dérivés, des améliorations, des modifications à 30, 50, en l'occurrence pour la R5, passant de la Clio à la R5, donc le châssis CMF et après EV, etc. C'est de mémoire 70% de modifications. Je ne sais pas si ce châssis STLA, c'est vraiment un châssis tout neuf. Je ne crois pas parce que quand on voit le poids du 3008, il est vraiment très lourd. Donc c'est un gros défaut de ce véhicule-là. Et comme je te dis, est-ce que c'est un changement ou est-ce qu'ils sont vraiment partis d'une feuille basique? Tu me diras en commentaire, c'est la seule chose que je sais pas, parce que ça serait quand même très marrant qu'à un moment donné, Stellantis ait pris la plateforme de PSA ou une plateforme éventuellement du groupe Fiat, qu'ils aient fait un melting pot comme ils ont l'habitude de faire. Ils ont fait à 50-70% une plateforme qui est quand même dédiée. Elle ne devait pas recevoir de véhicules, en tout cas de moteurs, ni thermiques, ni hybrides,
ni hybride rechargeable. Et là, au final, on fait un rétropédalage, donc ça serait quand même cocasse, si on peut dire. Alors, j'aimerais pondérer mon propos parce qu'aujourd'hui, il y a quand même eu de très bonnes améliorations, notamment sur les 208. Le problème des citadines, d'une manière globale, quand je dis 208, on va écarter la Fiat 500 parce que normalement, c'était une autre plateforme, ce n'est pas les mêmes batteries, c'est encore l'ancienne plateforme, normalement, ce qu'on m'avait dit, le vendeur, etc., de la Panda, etc. Donc, à vérifier, mais normalement, c'est ça. Sur 208, Corsa et tutti quanti, donc les nouvelles plateformes que l'on connaît donc du groupe Stellantis, qui vient intégrer donc les nouvelles Fiat, même la Lancia, etc. Epsilon. Donc c'est le petit châssis, la batterie logiquement de 52 kWh de mémoire, les 156 chevaux qui se calquent toujours sur les versions donc thermiques, un moteur qui est fait en collaboration mais qui est en interne si on peut dire, mais on va dire que Stellantis part aujourd'hui encore de loin. Donc, encore une fois, à relativiser, je trouve que la 208, malgré un petit moteur, une petite batterie, elle a quand même une très bonne efficience, donc à relativiser. Le seul inconvénient qu'on peut lui dire, c'est pour l'essentiel, deux choses, les prix, qui sont complètement délirants, même si les thermiques commencent à coûter très cher, et c'est la charge. Donc même sur l'autoroute, si tu dois t'arrêter tous les 160, 100, 200 km, bon, c'est assez catastrophique, mais on peut dire que cette plateforme qui a été adaptée est plutôt assez bonne. On peut regretter donc l'entre-deux qui est Astra et pour faire l'essentiel, 308, c'est des véhicules qui sont très chers. On est sur une plateforme normalement commune et je ne sais pas si cette plateforme commune a coûté absolument trop cher, mais on n'a pas les nouveaux moteurs, si on peut dire, du 3008 ou 408 qui aura, donc 210, 230. En fait, c'est une bride, c'est une bride du moteur. Je crois que le moteur est capable de faire 240, 250. Donc pareil, je ne vais pas dire de bêtises. Donc il y a, je sais, le 210 et le 230, en fait, parce qu'il y a une fois sur le petit moteur de 73 kWh et la batterie, donc pardon, pas le moteur, la batterie, donc de 98 kWh. Encore une fois, je suis désolé, c'est une vidéo, si on peut dire, technique. Le seul côté positif aussi, c'est que cette plateforme normalement était dédiée donc pour les châssis et donc pour un véhicule électrique. Comme je t'ai dit, c'est à pondérer dans la mesure où aujourd'hui, le seul véhicule qui en a bénéficié, mais c'est pas là exactement tout à fait le châssis, mais c'est le 3008. On se rend compte que c'est la première fois qu'on aura une Peugeot qui manquera clairement de dynamisme. Alors pas par rapport aux puissances, certes, mais surtout par rapport en fait, on va dire à l'équilibre du châssis. Franchement, c'est vraiment pas terrible. Donc cette plateforme aussi, au-delà des moteurs, va permettre donc d'avoir une électrification, donc une motorisation et un moteur électrique à l'avant et un moteur donc à l'arrière. Alors l'autre normalement est sur l'essieu, donc en fait il ne régénère pas, si on peut dire, pour faire relativement simple. Donc celui de devant est un aimant permanent et derrière il est typé induction, voilà, pour rentrer vraiment dans un tout petit détail. Ce qu'il faut comprendre, le seul côté encore une fois positif, c'est qu'on part donc d'un châssis donc électrique, qui sera quand même dédié plus à une électrique qu'à un thermique. Donc ça sera peut-être un peu moins dédié à un véhicule thermique, mais c'est pas en soi donc très très grave. Donc voilà pour cette vidéo, voilà cette explication. Je trouve que d'un côté, c'est une bonne idée, mais de l'autre, je n'arrive pas à comprendre en fait où elle est la stratégie. Ça va dans tous les sens depuis que Carlos Tavares est parti. C'est très bien, on ouvre une usine donc de batteries, on fait un rétropédalage sur les batteries LFP. Est-ce que finalement ils vont continuer avec ACC? Est-ce qu'ils sont capables de faire des batteries donc en Espagne après à terme dans leur usine pour faire des batteries donc nickel, manganèse, cobalt? C'est compliqué parce qu'on sait qu'aujourd'hui les batteries LFP ne sont pas remplacées aujourd'hui par des batteries NMC, il n'y a pas assez de densité, donc CATL va apporter en tout cas son expertise et on sait que voilà, Stellantis il travaille un petit peu avec n'importe qui en Slovaquie, enfin quand je te dis n'importe qui, c'est très vaste. C'est très 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 compliqué. Un coup, tu as un modèle qui est fait à Poissy. D'ailleurs, je crois que dans cet article, ils en parlent que les nouveaux donc modèles qui auront donc cette STLA, c'était déjà le cas de la 208, donc ils seront plus faits à Poissy, mais ça sera fait donc en Espagne. Et on m'a dit au final, elle sera même pas faite en France, la DS. On prône du Made in France, même les pneus, c'est pas du Michelin. Enfin, très 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 vaste. Très compliqué, les véhicules dans l'ensemble sont intéressants, la gamme est intéressante, je pense qu'il y a trop de chez Stellantis, je l'ai déjà dit, de marques,
Et le prix est encore donc délirant. Je tiens juste à dire, et après j'arrête donc pour la vidéo et de gonfler, la seule chose que je sais, c'est que cette plateforme, elle sera commune aux véhicules électriques pour tout. Donc à la fois, si on peut dire en Chine, en Europe, aux États-Unis, si ils en vendent, donc avec EV Clinique, les retours qu'on a, donc des 208, il y en a assez peu, mais tu as compris, plus des Jeeps et autres. Donc, normalement, le coût devrait baisser drastiquement. C'est quand même un constructeur de mémoire qui fait environ 6 millions de ventes de véhicules. Et la seule chose qu'ils aient trouvé, c'est de dédier une plateforme et de faire un rétropédalage et de faire du thermique avec. Donc si le thermique est un peu moins efficient, c'est pas grave. Ce qui serait dommage, c'est que cette plateforme soit un peu usurpée, comme on a en fait actuellement. Je crois que le pire étant de la 308. Et j'avais vu des vidéos, et puis il y avait un short de Max BLD qui était vraiment très très bien, et qui expliquait qu'il y avait un endroit qui était vide, parce que de mémoire, je crois que c'était pour l'hybride rechargeable. En fait, tu as une 308 qui, ok, n'a plus de diesel. Ça change rien en fait au véhicule thermique. Tu as une thermique, tu as une micro-hybride, et à terme, tu n'auras plus de thermique, mais micro-hybride, hybride rechargeable, et donc électrique. Et l'électrique, elle a besoin en fait d'avoir les batteries qui soient dans le plancher. Donc c'est assez compliqué tout ça. Donc moi je souhaite en tout cas que Stellantis, ils éclaircissent un petit peu toute cette partie-là. Ils ont quand même beaucoup plus de ventes et beaucoup plus de possibilités que Renault. Ils ont une marge qui est assez confortable, à peu près de 10%. Donc il serait temps en fait qu'ils nous sortent quelque chose d'abouti. Et pareil sur la 208, je pense à terme, hein, ils arrivent très très tard. Ça me fait penser à Porsche, on reviendra dans une autre vidéo avec Porsche. Il faut bien comprendre que de mémoire, la 208 va être renouvelée 2027, 2028. Ouais, ça fait long en fait, j'en perds mon latin. 2029 de mémoire pour le 2008. Donc ils vont tirer la plateforme actuelle, qui est plutôt une bonne plateforme, mais bon, voilà, sans plus. Malheureusement, Carlos Tavares est passé par là, c'est-à-dire qu'il a fait des coupes franches dans les budgets, et on se retrouve donc avec des moteurs, des boîtes de vitesse, si on peut dire, des choses qui sont moyennes à mon sens. Et j'espère en fait que cette plateforme STLA va pouvoir donner le maximum de son potentiel, mais on le voit déjà, et le 3008 c'est moyen, et on le voit donc c'est assez lourd, et pour moi ce n'est pas encore une vraie électrique, dans la mesure où les deux points négatifs restent le positionnement du moteur donc électrique d'une part, même s'il est en traction, le moteur à l'arrière est mieux, on va dire mieux fait, et les prix c'est vraiment, et les charges bien sûr, donc ça c'est inhérent pratiquement à tous les constructeurs généralistes, hein, que ce soit Ford ou d'autres, Volkswagen, c'est assez moyen. Planificateur, bien sûr. En fait, tout ça n'est pas assez bien intégré. On a vu que Peugeot a voulu, entre guillemets, Stellantis partir sur son propre ordinateur, pour faire simple, et que le planificateur, il faut quelque chose qui soit performant, et a priori, ça n'a pas non plus l'air d'être le cas. En fait, j'ai l'impression que Stellantis, ils sont fourrés au moulin. Ils sont d'un côté avec Citroën et la Panda, où ils font des modèles vraiment, quand même, faut le dire, low cost, hein, mais relativement cher, hein, aux alentours des 20-25 000 euros. Et puis, de l'autre côté, ils voudraient faire du haut de gamme un petit peu à la Peugeot ou à la DS, mais les véhicules, encore une fois, il manque réellement d'efficience. Quand encore une fois je parle d'efficience, je parle du fait qu'il est trop lourd, trop pachyderme. Il n'y a pas besoin d'avoir une batterie en fait de 98 kWh. Ça, c'est un manque de confiance en soi. C'est-à-dire qu'on met une très grosse batterie et on met un véhicule malheureusement assez lourd, peu dynamique, et pour te permettre d'avoir un WLTP qui va péter à 700, 800 km ou 600, 650, pour te dire voilà, vous allez pouvoir faire des longs trajets, sauf que plus la batterie est grosse, logiquement la charge doit être meilleure. C'est correct, mais c'est sans plus. On est en 2025, il faut bien comprendre, ils sont en retard. Ils sont en retard. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Le but, c'est pas d'être méchant, mais encore une fois, je ne comprends pas en fait, et j'y ai réfléchi pendant 2 heures à cette vidéo. Franchement, je me dis, je comprends pas en fait la stratégie. Donc, si quelqu'un comprend la stratégie du groupe Stellantis, il faut qu'il me l'explique, parce que là, franchement, je comprenais donc le principe de cette plateforme. Et là, on a un rétropédalage. Alors pareil, hein,
et après on arrête la vidéo, ça suffit, Johan, tes conneries. Clairement, il va y avoir des anti-VE qui vont, encore une fois, je pense à eux malheureusement, parce que tu vois, ça bourdonne, ça sonne dans ma tête. On a les oreilles qui sifflent, où ils vont encore nous dire, voilà, l'échec de Stellantis obligé d'adapter. Ils se sont rendus compte, en tout cas en France, en Allemagne, c'est pas que ça va passer, mais ça va monter crescendo, et que la deadline, si on peut dire, de 2035 est peut-être réalisable, mais que pour 2027-2029, ça va peut-être être un peu juste. Donc là, le fait d'adapter finalement cette plateforme va pouvoir les faire tirer jusqu'en 2035. Mais je dirais qu'on peut pas être au four et au moulin à un moment donné. Je l'ai dit dans une vidéo, et si vous la regardez jusqu'à la fin, et si voilà, vous êtes fidèle à ma chaîne, pourquoi ils n'ont pas dédié carrément des marques? De dire, je m'explique, on met Peugeot Citroën, par exemple, qui passe en full électrique, ou Fiat et Alfa Romeo, tu comprends? Mais Fiat et Alfa Romeo, surtout Alfa Romeo, avec éventuellement Maserati, auraient pu continuer jusqu'au bout au moins, et de mettre la pression éventuellement pour continuer à vendre des véhicules donc thermiques. Et de l'autre côté, des marques. Là, il faut bien comprendre, pour le moment, la solution de Stellantis du multi-énergie, donc essence, donc thermique, hybride rechargeable, électrique, c'est pas fou, c'est le cul entre deux chaises, et je n'arrive pas à comprendre avec une plateforme qui est, à mon sens, ultra amortie dans le groupe. Alors, cette plateforme-là, de mémoire, elle fait, pour que les gens comprennent, 208, 308, hein, jusqu'à l'Astra, jusqu'au 3008 en plus. Enfin, c'est une plateforme modulaire qui est déjà, c'est le cas de le dire, extrêmement modulaire, il n'y avait pas ça avant, et on a des coûts qui sont extrêmement importants, ou en tout cas la répercussion du prix est délirante. Surtout la 208, mais la pire du pire du pire, je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est Astra bien sûr, et 308, qui est, et donc tout le groupe Stellantis qui est sur le segment, j'ai un doute, donc des compacts, c'est, je sais plus si c'est B ou C, j'ai un doute, je veux pas dire de bêtises, tu vois, parce qu'il y a A mais ça me parle plus, donc je crois que c'est C, mais j'ai un doute parce que je pense que je confonds avec la classe C. Mais tout ce qui est compact, donc aux alentours des 4,30 m, chez Stellantis, on est en moyenne à 40 000 €. Là, quand tu vois par contre une Mégane, il n'y a pas photo. La Mégane propose plus d'autonomie, la Mégane propose une meilleure charge, la Mégane va proposer la pompe à chaleur directement de base, tu as une Iconiq quand même qui est très sympa, et il y a une différence de delta pratiquement de 5 000 €, ce qu'on a à peu près pareil sur la R5. Donc là, je pense qu'il est temps que Stellantis donc se réveille, et j'ose espérer que le but de reprendre donc cette plateforme pour le thermique, en espérant qu'ils arrivent donc à l'adapter, c'est ce qu'ils vont faire, que ça fasse réduire le prix du thermique, mais aussi donc logiquement le prix de l'électrique. Mais encore une fois, j'arriverai pas à l'expliquer à chaque fois, ça fait pas de bonnes choses, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, mais je suis désolé de me rabâcher, c'est très très important, c'est vraiment le cul entre deux chaises, c'est ce qu'on fait à mon sens de pire, de ne pas vouloir donc séparer les deux groupes à terme, et si on peut dire de laisser mourir donc les véhicules thermiques, sauf si ils attendent quelque chose. Mais je tiens à rappeler quand même que tout le groupe Stellantis aujourd'hui a récupéré le moteur PureTech en hybride, et que les deux seuls moteurs qui restent, c'est le 1 litre de 3 cylindres et le 1 litre 6 entre guillemets dit THP, qui est utilisé pratiquement plus qu'en hybride rechargeable en 150 chevaux. Clairement, Renault fait mieux. Voilà, les gens qui disent oui, anti-Renault, ben non, Renault fait mieux avec le 1 litre 8 qui est à mon sens plus fiable, moins puissant, hein, plus raisonnable, 150-160 chevaux. Voilà, mon cœur balance, mais je trouve que voilà, ils peuvent pas continuer comme ça en fait. À un moment donné, il va falloir qu'ils tranchent, qu'ils trouvent une solution, et c'est pareil pour Porsche, mais ça, on y reviendra donc juste après dans une vidéo dédiée pour Porsche, où ils sentent que ça sent un peu le roussi pour l'électrique, donc j'ai l'impression qu'ils essayent comment dire, d'amortir ou de surveiller un petit peu les arrières, si franchement, tu vois, l'Union Européenne changeait d'avis, peut-être top, hop, on revient avec du thermique, mais bon, franchement, un PureTech aujourd'hui, ça fait pas en tout cas extrêmement rêver. Allez, sur ce, ciao à tous.